Dans ce chapitre, nous allons étudier la question de terminale « Quelle action publique pour l'environnement ?» L'environnement s'est progressivement constitué en enjeu public. En effet, du fait du dérèglement climatique, une action publique est nécessaire. Mais quels sont les acteurs intervenants ? Quels instruments utilisent-ils pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ? Et quelles sont les difficultés rencontrées dans sa réalisation ? Premièrement, une multitude d'acteurs de l'espace public sont mobilisés. La construction des questions environnementales comme problème public enrôle différents acteurs qui peuvent coopérer ou être en conflit. Une fois ces questions environnementales mises à l'agenda politique, l'action publique rassemble différents acteurs intervenant à différentes échelles. La prise de conscience autour des enjeux environnementaux est un phénomène récent. Elle a connu une accélération à partir des années 70, notamment suite à la publication en 1972 du rapport The Limit to Growth, surnommé rapport Meadows, qui alerta sur l'insoutenabilité du mode de production capitaliste. Néanmoins, l'action publique pour l'environnement, c'est-à-dire les décisions politiques face aux problèmes environnementaux, est lente car ne va pas de soi. L'action publique suppose la mobilisation d'une diversité d'acteurs qui portent les problèmes environnementaux, jusque-là privés, dans l'espace public, comme problème public. Leur action consiste d'abord à identifier un problème, puis à en proposer un cadrage, c'est-à-dire préciser la nature du problème, ses causes et les solutions adéquates. Les promoteurs de problèmes publics doivent également argumenter pour justifier de son importance et le populariser auprès du public et des décideurs, notamment via les médias. La construction d'un problème public peut aboutir à sa mise à l'agenda politique lorsque le problème est mis en débat et suscite l'intervention des pouvoirs publics. Ce processus mobilise plusieurs acteurs. À l'initiative de la construction d'un problème public, nous retrouvons des entrepreneurs de cause, c'est-à-dire des individus ou groupes qui cherchent à changer le regard de l'opinion publique sur une situation pour en faire un problème public. Cela peut être des lanceurs d'alerte, des mouvements citoyens, des groupes d'intérêt, ONG syndicats, et ou des groupes de chercheurs. Ces entrepreneurs de cause peuvent s'appuyer sur de nombreux acteurs pour populariser ce problème public. Les médias, qui peuvent médiatiser la cause, les experts, qui peuvent donner un crédit scientifique à la cause, et les partis politiques, qui peuvent être un relais auprès des pouvoirs publics. Ces derniers sont chargés de se saisir des problèmes publics pour en donner une réponse politique à travers des politiques publiques. Dans ce processus, les entreprises ont essayé de faire valoir leurs intérêts en finançant des études pour protéger leurs produits ou en faisant du lobbying pour influencer les décisions des pouvoirs publics. Ainsi, chaque acteur va mobiliser des ressources et mettre en place des actions pour influencer ce processus de mise à l'agenda politique. Par exemple, dès 1994, des associations d'apiculteurs constatent une surmortalité dans leurs ruches et soupçonnent certains pesticides d'en être responsables. La firme Bayer, qui commercialise le gaucho, se retranche derrière les études de ses propres experts scientifiques. Une bataille s'engage pour construire un cadre d'interprétation des faits favorable au point de vue que chacun défend. Bayer, Monsanto et le principal syndicat des agriculteurs essaient de montrer que la surmortalité des abeilles est faible et qu'elle résulte de mauvaises pratiques ou encore qu'il est impossible scientifiquement d'isoler l'action spécifique du pesticide. De leur côté, les apiculteurs s'organisent en collectifs citoyens et manifestent fin 1998 pour mobiliser l'opinion publique et les médias. Ils sollicitent aussi des chercheurs pour bâtir une contre-expertise scientifique. La question de l'extinction des abeilles est ainsi devenue un problème public. En 2018, l'Union européenne vote, sous la pression d'ONG comme Greenpeace, une large interdiction des pesticides incriminés, dont le gaucho. Enfin, depuis quelques années, plusieurs partis politiques intègrent l'interdiction des pesticides dans leurs programmes, comme le glyphosate notamment, qui n'est pour le moment pas interdit. Plus généralement, les acteurs impliqués dans la construction des problèmes publics, environnementaux, n'ont pas les mêmes intérêts. De ce fait, ils peuvent donc entretenir des relations de coopération ou de conflit. En effet, différents acteurs peuvent coopérer pour promouvoir un même problème. Cela suppose que ces acteurs proposent des cadrages similaires, du moins compatibles, du problème public. C'est le cas par exemple des entreprises produisant les pesticides et des agriculteurs. Toutefois, certains d'entre eux portent des visions opposées et concurrentes d'un même problème.
ils peuvent entrer en conflit pour imposer leur propre cadrage. Par exemple, l'ONG Greenpeace s'opposait à l'interprétation des agriculteurs et de bailleurs concernant l'utilisation des pesticides. Ainsi, différents acteurs participent à la construction des questions environnementales comme problème public et à leur mise à l'agenda politique. L'action publique qui suit est mise en œuvre à différentes échelles. Les problèmes environnementaux sont le résultat de l'activité des agents économiques, et notamment des entreprises mais aussi des ménages. Ainsi, ils peuvent participer à la lutte contre le réchauffement climatique par des gestes individuels afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, comme manger végétarien ou bien ne pas prendre l'avion. Bien que nécessaires, ces actions isolées sont insuffisantes et une action publique est donc indispensable. Ainsi, les deux acteurs publics traditionnels de l'action publique, en particulier dans le domaine écologique, concernaient deux échelons principaux. À l'échelle locale, les collectivités, municipales, départementales, régionales, ont un rôle important, notamment lorsque les causes de certains problèmes sont locales. Elles ont un rôle d'initiative et de mise en œuvre des politiques environnementales. Par exemple, de nombreuses villes en France rendent leur transport public gratuit afin d'inciter à une mobilité moins polluante et limiter la circulation des véhicules en ville. À l'échelle nationale, l'État et ses administrations dites centrales, ministère de l'écologie, de l'éducation nationale, de l'économie, disposent de moyens importants pour agir en faveur de l'environnement, et ce de manière identique sur l'ensemble du territoire. Par exemple, en France, il est interdit de louer des passoires thermiques, c'est-à-dire des logements mal isolés. Mais depuis les années 1980, l'État perd de sa centralité dans la politique environnementale, concurrencé par deux nouveaux acteurs supranationaux, c'est-à-dire situés au-dessus de lui. L'Union européenne intervient de plus en plus dans l'action publique environnementale. Les politiques environnementales menées en France sont, pour 75% d'entre elles, une traduction des décisions prises au niveau européen. Agir à cette échelle permet d'harmoniser les politiques des États membres, évitant le dumping environnemental. Par exemple, l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles s'est faite à l'échelle européenne. Enfin, le climat étant un bien commun mondial, l'échelle internationale s'avère indispensable. Ainsi, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, a été signée en 1992 et elle est entrée en vigueur en 1994. Depuis 1995, les États signataires se réunissent annuellement dans le cadre de conférences des parties, COP, sur le climat. Ce rassemblement mondial vise à renforcer les engagements pris et à évaluer le degré d'application de ce cadre d'action de lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, en 1997, le protocole de Kyoto a été signé, ayant permis de fixer des objectifs globaux en matière de réduction des gaz à effet de serre. La COP21 de 2015 a donné naissance à l'Accord de Paris, engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'accord prévoyait de contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel d'ici 2100. L'échelon international s'avère ainsi indispensable. Néanmoins, en ce qui concerne l'application des différentes directives, il paraît important d'intervenir à une échelle plus locale, afin de répondre au mieux aux différentes spécificités. Les actions à toutes les échelles sont donc indispensables et complémentaires. Le niveau d'action repose sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire sur le choix de l'échelon le plus pertinent. Ainsi, les actions individuelles ne sont pas suffisantes pour lutter contre le dérèglement climatique. Une action publique à différentes échelles est donc nécessaire pour limiter les comportements à externalités négatives et ainsi limiter le dérèglement climatique. Pour cela, les pouvoirs publics ont à leur disposition différents instruments. Depuis plus d'un demi-siècle, les rejets de CO2, de méthane ou de protoxyde d'azote dans l'atmosphère ont connu une forte croissance et l'accumulation de ces gaz provoque un renforcement de l'effet de serre et des déséquilibres climatiques, en particulier le réchauffement de l'atmosphère. L'accumulation excessive de ces gaz constitue une externalité négative. Pour rappel, une externalité se définit par les conséquences positives ou négatives de l'action d'un agent économique sur un autre, sans qu'il y ait une compensation monétaire. Par exemple, les procédés industriels qui rejettent massivement du CO2 contribuent au changement climatique.
mais ne subissent aucune pénalité financière pour les dégradations du climat auxquelles ils contribuent. Les vertueux ne sont pas encouragés à poursuivre leurs actions et les fautifs ne sont pas incités à réduire leur pollution. Le marché ne se révèle donc incapable de réguler correctement les émissions de CO2 entre autres. L'intervention des pouvoirs publics est donc requise et une politique climatique s'impose. Ainsi, la France, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, s'est engagée à réduire de 40% ses rejets de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. La question des instruments disponibles pour atteindre ces objectifs devient alors centrale. Premièrement, les pouvoirs publics peuvent intervenir à l'aide de la réglementation pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement générées par les activités économiques. La réglementation est l'ensemble des normes juridiques, c'est-à-dire des limites, des obligations ou des interdictions. Leur non-respect conduit à une amende, voire à des sanctions plus lourdes. La réglementation environnementale repose ainsi sur la contrainte. Les agents économiques doivent modifier leur comportement afin d'adopter les bonnes pratiques environnementales. Comme réglementation environnementale, nous pouvons citer l'interdiction de certains pesticides ou bien l'obligation d'installation de pots catalytiques sur les voitures. La réglementation est donc efficace parce qu'elle permet de connaître avec certitude le niveau de pollution qui sera atteint et ainsi de respecter les seuils de dangerosité. Cependant, elle connaît aussi des limites. Ainsi, se pose la question de son degré de contrainte. Trop laxiste, elle n'a aucune efficacité. Trop sévère, elle rend le coût d'adaptation élevé, ce qui nuit à la compétitivité et pousse à la délocalisation d'entreprises, à leur faillite ou à la fraude. Trouver le juste équilibre est complexe. C'est le débat concernant l'interdiction partielle ou totale des pesticides. De plus, d'un point de vue économique, son application, lorsqu'elle est uniforme à tous les agents, c'est-à-dire sans tenir compte des différences de coûts relatifs entre les agents, peut mettre en difficulté les plus fragiles. Les zones à faible émission sont accessibles seulement aux véhicules les moins polluants, détenus en grande partie par les plus riches. Ainsi, les individus les plus pauvres, et vivant en dehors de la ville, ne peuvent pas acheter de voitures moins polluantes et sont donc exclus des villes. La réglementation peut également conduire à un effet rebond, au paradoxe de Jevons. Les gains de l'efficacité permis par la réglementation provoquent une réduction du prix de la ressource et par conséquent une hausse de sa demande. L'effet de la réglementation est donc annulé. Par exemple, en diminuant le plafond d'émissions de CO2 par kilomètre des voitures, les constructeurs réduisent la consommation de carburant de la voiture au kilomètre. Ainsi, le coût du kilomètre diminue, les consommateurs peuvent être incités à circuler plus. Résultat, le volume total d'émissions de CO2 ne diminue pas, voire augmente. Enfin, la réglementation n'est pas très incitative, puisque les agents ne sont pas incités à faire plus que ce qui est demandé par la réglementation. Le second instrument repose sur la fiscalité, et notamment la taxation. La taxation, c'est un prélèvement effectué par les pouvoirs publics qui a pour effet d'élever le prix d'un bien ou d'un service. La taxation vise à inciter et non plus à contraindre les agents économiques à modifier leur comportement. Elle repose sur le principe de pollueur-payeur. On cherche à faire supporter le coût de ces externalités à celui qui les a produites. Autrement dit, on cherche à internaliser les externalités. Le coût augmentant, les agents économiques sont incités financièrement à limiter leurs externalités négatives. C'est le principe notamment de la taxe carbone. Les pouvoirs publics déterminent un prix de la tonne de CO2, puis on applique ce prix à toutes les productions et consommations impliquant de fortes émissions de CO2. Les entreprises fortement émettrices voient ainsi leur coût de production s'accroître et leur compétitivité diminuer. Elles sont donc incitées à moins émettre. De même, les consommateurs, privilégiant des achats à forte teneur en carbone, voient le coût de ces biens et services s'élever et leur pouvoir d'achat se réduire. Ils sont donc incités à se tourner vers des produits moins émetteurs. Les avantages de la taxation sont multiples. Les acteurs économiques restent libres de leur arbitrage, payer la taxe ou investir pour moins polluer. La taxe génère aussi une double dividende, c'est-à-dire un double effet. D'une part, elle entraîne une diminution des comportements polluants. D'autre part, les recettes générées par la taxe permettent de financer d'autres politiques publiques ou de réduire d'autres taxes. Mais cet instrument a aussi des limites. D'abord, on ne connaît pas précisément ses effets à l'avance, ce qui est gênant dans une perspective de réduction maîtrisée des émissions polluantes.
Son calibrage pose également problème. Trop faible, la taxation n'a aucun impact. Trop forte, elle peut, du fait de l'accroissement des coûts de production, mettre en difficulté les secteurs exposés à la concurrence internationale. Enfin, elle pose des questions en matière de justice sociale. Les catégories les plus favorisées sont à la fois celles dont le mode de vie, transport aérien, taille des logements, est le plus émissif en gaz à effet de serre, et celles pour qui la taxation est la plus légère relativement à leurs revenus. En revanche, la taxe carbone pénalise les populations rurales et ou classes populaires qui résident souvent loin des centres-villes et ne disposent que de leur voiture pour leur trajet professionnel. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes en 2018 témoignait de cette perception d'injustice de la taxe carbone par une partie des ménages les plus pauvres. Néanmoins, il existe une manière de dépasser cette injustice, puisqu'il existe une double dividende liée à la taxation. Ainsi, ces recettes peuvent permettre au pouvoir public de subventionner l'innovation verte, c'est-à-dire les produits ou procédés de production moins polluants. En effet, le gain pour la société d'une innovation verte est supérieur au seul gain de l'entreprise ou du ménage, car une innovation est source d'externalités positives. Les entreprises ne sont donc pas incitées à investir dans les procédés et produits innovants, et les ménages pas incités à acheter des biens moins émetteurs. Les pouvoirs publics peuvent donc aider financièrement les entreprises à investir dans la recherche et développement de nouveaux produits ou nouveaux procédés de production, moins émetteurs de gaz à effet de serre, et aider les ménages à acquérir des biens moins polluants. Par exemple, certaines régions subventionnent l'achat d'un vélo pour leurs habitants. Cependant, les subventions sont un instrument coûteux pour les pouvoirs publics. Combiner les subventions à la taxation est un moyen de dépasser cette limite. Par exemple, sur les voitures, il existe le système de bonus-malus. Le dernier instrument au service des pouvoirs publics consiste à créer un marché des quotas d'émissions. C'est un marché des droits à polluer. C'est un marché sur lequel les entreprises peuvent acheter et vendre des crédits carbone, c'est-à-dire des permis. Les autorités déterminent d'abord un volume global d'émissions de gaz à effet de serre, puis distribuent ou mettent en vente des quotas de ce volume aux entreprises émettrices. Celles qui dépassent leurs quotas doivent en acheter de nouveau auprès de celles qui ont des excédents. Un marché voit donc le jour, dans lequel la confrontation de l'offre et de la demande de quotas débouche sur la fixation d'un prix. Plus ce prix s'élève, plus le coût de la pollution s'accroît et incite les entreprises à modifier leur comportement. Depuis 2005, ce marché fonctionne au niveau européen. C'est le système d'échange des quotas d'émissions, SEQE, qui concerne près de 12 000 installations industrielles produisant environ 45% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Ce système présente de multiples avantages. Il permet de définir précisément la quantité de rejets polluants que l'on est prêt à tolérer, ce qui est fondamental dans la perspective des accords internationaux, comme celui du protocole de Kyoto. Il est également incitatif à deux niveaux. Il récompense les entreprises qui polluent moins, car peuvent vendre leur crédit carbone, ce qui les incite à toujours moins polluer. Cela pénalise également les entreprises qui polluent plus, car doivent acheter des crédits carbone, ce qui les incite à limiter leur pollution. Enfin, il est davantage accepté que la taxation par les entreprises fortement exposées à la concurrence internationale, car ne les pénalise que pour le surplus d'émissions, et non pour l'ensemble de leurs émissions. Les entreprises sont donc libres dans leur choix. Pour autant, la création de ces marchés n'est pas sans défaut. Leur principale difficulté est d'organiser la surveillance et le contrôle des rejets de CO2. Ainsi, il ne peut pas être généralisé à l'ensemble des agents économiques, et notamment des ménages. Par ailleurs, il importe de bien calibrer le volume des quotas d'émissions que l'on veut mettre en circulation. Car si l'offre est trop abondante, comme sur le marché européen du CO2 jusqu'à date récente, le prix de la tonne de carbone va être faible et l'incitation à dépolluer également. Ainsi, le choix de l'instrument, réglementation, fiscalité, marché des quotas d'émissions, ne se fait pas au hasard, mais est une décision éclairée selon la situation. C'est pour cela que la combinaison de ces différents instruments est nécessaire. Cependant, cette action publique rencontre des difficultés lors de sa mise en œuvre. Au-delà de leurs limites propres, les instruments présentés précédemment peuvent aussi parfois se heurter au dysfonctionnement de l'action publique elle-même.
Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes. Les politiques environnementales peuvent entrer en contradiction avec d'autres objectifs. Réduction du chômage, soutien à des secteurs d'activité spécifiques, soutien à la croissance économique. L'action publique pour l'environnement est alors ralentie. Par exemple, l'un des arguments utilisés contre l'interdiction des pesticides est ses effets sur la baisse des récoltes. Les pouvoirs publics sont sensibles à l'opposition d'une majorité de la population à certaines mesures. Et l'essentiel des bénéfices des efforts environnementaux va aux générations futures, ceux qui ne votent pas et n'ont pas de poids politique, alors que les coûts de ces efforts sont plus immédiats et supportés par les générations actuelles. La logique électorale freine également l'action publique pour l'environnement. Enfin, les prises de décision peuvent être influencées par des lobbies, c'est-à-dire des groupes de pression cherchant à orienter les décisions politiques. En effet, certains lobbies auraient peu intérêt au changement en faveur de l'environnement. C'est le cas de certains industriels de la chimie, qui se sont mobilisés pour défendre les pesticides au Parlement européen. Ainsi, plusieurs ONG se retournent désormais contre l'État, comme dans le cas de l'affaire du siècle, lancée par Oxfam. En décembre 2018, une pétition dénonçant l'inaction des pouvoirs publics a récolté plus de 2 millions de signatures, et cette action s'est poursuivie en 2019 par le dépôt d'un recours devant le tribunal administratif qui vient à contraindre les pouvoirs publics au respect des accords de Paris, COP21. Enfin, les accords internationaux liés à la préservation de l'environnement sont contraints en présence d'un bien commun. En 2021, le GIEC avait évalué le budget carbone de l'humanité à 325 milliards de tonnes de CO2. C'est la quantité maximale de CO2 restante qu'il est possible d'émettre dans l'atmosphère en maintenant des chances raisonnables de contenir à plus 1,5 degré la hausse de la température terrestre. Pour limiter à 2 degrés l'augmentation moyenne des températures par rapport à l'ère pré-industrielle, le budget restant, à partir de 2021, était de 1075 milliards de tonnes de CO2. On peut donc présenter ce budget carbone comme un bien commun. Sa consommation est non exclusive, car personne ne peut être empêché d'émettre du CO2. Mais elle est rivale, car dans le budget total, la consommation des uns vient en soustraction de celle des autres. Si les émissions de CO2 continuent de croître à ce rythme, le budget carbone restant, qui permettrait de limiter la hausse des températures à 2 degrés, sera épuisé avant 2050. Pour limiter la hausse à 1,5 degré, il sera épuisé d'ici les 10 prochaines années seulement. Ainsi, une action mondiale face au dérèglement climatique est indispensable, mais contrainte par le fait que l'équilibre climatique est un bien commun. En effet, en présence de biens communs, les négociations et accords internationaux liés à la préservation de l'environnement sont contraints par les stratégies de passagers clandestins et par les inégalités de développement. Le réchauffement climatique pose des problèmes à l'ensemble des pays. Ainsi, il est nécessaire que chaque pays réduise ses émissions pour respecter le budget carbone. Cependant, les coûts de la réduction des gaz à effet de serre sont privés. Chaque pays doit supporter le coût de sa politique. Mais le bénéfice, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre climatique, quant à lui, est collectif. Ainsi, il est rationnel pour un pays d'attendre que les autres se mobilisent pour bénéficier de leurs efforts sans en payer le coût. Au bout du compte, cette situation va conduire à des comportements de passagers clandestins, chacun laissant aux autres le soin de financer les actions climatiques. Comme cette posture de passagers clandestins se généralise, aucune politique internationale de lutte contre le dérèglement climatique ne verra le jour. Cela explique l'inaction climatique actuelle. Ce comportement de passagers clandestins ne peut être évité au niveau mondial car il n'existe pas à l'échelle internationale d'autorité capable d'imposer aux États un comportement vertueux. Par exemple, en 2017, Donald Trump a annoncé que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris. Enfin, ce budget carbone ne doit pas être dépassé, mais il doit également se répartir entre les pays pour limiter le réchauffement climatique. Cependant, les accords internationaux sont difficiles à conclure, car s'affrontent des conceptions différentes de la justice climatique concernant la manière de se répartir le budget carbone de l'humanité entre les pays développés et les pays moins développés et émergents. D'un côté, nous avons les pays développés. Ce sont ceux qui ont historiquement le plus contribué à la détérioration du climat.
De plus, leur population a un niveau de vie plus élevé. Ils consomment donc des biens générant beaucoup de pollution. En face, nous avons les pays moins développés, émergents, qui ont un niveau de vie plus faible. Ces pays ont besoin de se développer économiquement pour que le bien-être de leur population augmente. Une solution serait que ce soit les pays développés qui œuvrent le plus pour la lutte contre le réchauffement climatique et qu'ils aident les pays les moins développés dans leur transition pour ne pas freiner leur développement économique. Mais cette solution ne satisfait pas les pays développés, qui ne désirent pas supporter seuls les coûts de la lutte contre le réchauffement climatique. Un accord est difficile à trouver, ce qui explique encore également l'inaction climatique. Ainsi, la construction des questions environnementales comme problème public enrôle différents acteurs, qui peuvent entrer en coopération ou en conflit. Une fois ces questions environnementales mises à l'agenda politique, l'action publique rassemble différents acteurs intervenant à différentes échelles. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont à leur disposition différents instruments présentant des avantages et des limites distincts, et qui sont donc complémentaires, tels que la réglementation, la taxation, la subvention à l'innovation verte et les marchés des quotas d'émissions. Cependant, la mise en place d'une politique climatique se heurte à des dysfonctionnements de l'action publique. De plus, dans un contexte mondialisé, la nécessité d'une démarche collective de préservation de l'environnement se heurte aux intérêts et contraintes des différents États en l'absence d'une autorité supranationale.